La tradition kabbalistique dériverait de l'Égypte, donc. Voilà, c'est ça. Wow. Donc, il y a une certaine origine. Ouais. Eh bien, bonjour. Donc moi, voilà, je suis Michael et je suis donc chercheur en ésotérisme. Un peu plus de 10 ans que je suis donc chercheur en Kabbale, on va dire, grosso modo. Je travaille aussi dans l'égyptologie d'une certaine manière parce qu'il y a un parallèle entre la Kabbale et l'égyptologie, mais on va y revenir. Et donc toi, tu es Axel. Moi, j'ai étudié les médecines ancestrales. Je travaille en direction artistique sur des projets audiovisuels. Et j'ai étudié aussi le tantra. Les relations humaines, le développement personnel, tout ça me passionne. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais interroger Mika sur qu'est-ce que c'est la Kabbale, quelle est l'origine de la Kabbale. Il y a beaucoup de questions autour de ça, Oui. pas vrai? Oui, effectivement, il y a énormément de questions. Alors en fait, c'est surtout déjà l'origine que beaucoup ont du mal en fait à établir clairement, parce que finalement, il y a des académiciens qui se sont penchés dessus. Ils sont allés donc voir au niveau historique, comme quoi en fait ça viendrait du XIIIe siècle, donc avec un certain Moïse de Léon, qui lui en fait avait, on va dire, fait une grosse partie, enfin un gros travail sur les écrits zohariques, qu'on appelle le Zohar, donc ça vient de l'hébreu qui veut dire la splendeur. Donc ça a donné, on va dire, des fragments qu'il a donc écrits. Alors selon certains historiens, ces fragments de Moïse de Léon étaient simplement des écrits retranscrits de manière orale, qu'il avait déjà reçus avant, des enseignements, et qu'il a donc retranscrit de cette manière, sous forme de fragments. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes qui sont venues après le IIIe siècle. Il y a eu d'autres comme Rabbi Abraham Aboulafia. Lui, il est arrivé ensuite, il a donné d'autres fragments, enfin il a donné d'autres enseignements concernant la Kabbale et tout ça, mais il y a plusieurs traditions qui font découler l'origine de la Kabbale sur d'autres chemins, sur d'autres voies. Ça c'est, on va dire, plus la manière historique, avec Moïse de Léon pour commencer au IIIe siècle. Mais dans la tradition kabbalistique, les kabbalistes font dériver, en tout cas font revenir la Kabbale, les origines de la Kabbale, à quelque chose de beaucoup plus lointain, on va dire peut-être au 1er ou 2e siècle, avec un certain Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, il a compilé tous les enseignements oraux qu'il avait reçus donc depuis ses ancêtres et ses maîtres, etc. Et il a compilé tout ça dans une grotte. Bon, alors il y a toute une légende et un mythe autour du personnage, où il était resté environ 13 ans dans une grotte sans boire ni manger pour justement écrire tout ce qu'il avait à écrire. Bon, c'est une légende forcément, mais et en plus de ça, on a une tradition kabbalistique beaucoup plus... Ça c'est plus général, c'est une tradition kabbalistique qui est racontée en tant que mythe, en tant que légende, mais de manière plus générale. C'est quelque chose qu'on entend un peu partout dans les milieux. Mais par contre, il y a de manière beaucoup plus discrète et beaucoup plus communautaire. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai reçu par le biais de mes mentors en Kabbale, qui eux ont reçu une tradition beaucoup plus ancienne, qui remonterait, que la Kabbale remonterait, les origines en tout cas, donc remonterait à ce qu'on appelle la sagesse des temps anciens, ou en hébreu, Chorma Atikomin. Donc ça veut dire la sagesse des anciens temps, et donc en fait ça remonterait à 7 cycles. 7 cycles d'humanité, c'est comme ça qu'il raconte ça, et comme quoi en vrai il y aurait eu 7 cycles. Alors quand il parle de cycle, il parle de la précession des équinoxes. Alors pour la précession des équinoxes, c'est pour être plus simple, on va dire, c'est l'axe de rotation de la Terre qui se déplace par rapport à son point cardinal, donc le point de l'étoile polaire, et qui met environ qui passe en fait par rapport aux constellations zodiacales tous les 2100 et quelques. Et quand il fait un tour complet de tout le zodiaque, ça va faire 25 920 ans. Donc, quand on revient sur la tradition kabbalistique, pour les origines primordiales de la Kabbale, ça reviendrait à ces 7 cycles, en fait. Donc 7 cycles de 25 920 ans. Donc c'est très lointain. Ouais. Voilà. Mais cycle de 25 920 ans. 25 920 ans. Wow. Voilà.
donc c'est très loin. Et donc en vrai, pour les kabbalistes, nous sommes actuellement dans le dernier cycle, c'est-à-dire le 7e cycle aujourd'hui. Et donc cette kabbale primordiale, elle a été diffusée et transmise à chaque fois par cycle, mais dans les cycles antérieurs, on va dire le premier cycle, on était dans une dimension complètement autre. On n'était pas dans la dimension humaine telle qu'on est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a vu les êtres humains avaient un rapport avec le divin, avec la connexion naturelle des choses, beaucoup plus profonde, beaucoup plus présente qu'on a perdu aujourd'hui. Donc la Kabbale, pour eux, c'était ça, c'était tout ce qui se présentait autour d'eux. Donc ça venait en fait directement de ça. Et est-ce que ça a une importance, ce chiffre 7? Parce que c'est important aussi les numéros dans la Kabbale, j'ai cru comprendre. Effectivement, parce qu'en fait, alors ça dérive un peu sur la numérologie, mais effectivement, il y a une grande importance, parce que quand on arrive par exemple au premier cycle, on est dans le cycle de l'unité. Donc où tout est, on va dire, alors c'est un terme qui n'est pas très utilisé, enfin qui n'est pas très connu, c'est le terme de confondement. C'est-à-dire que tout est confondu et que les êtres humains d'avant, tout ce qui était matériel était aussi divin. Donc il y avait ce confondement entre les deux et il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de séparation en fait dans les choses. Nous aujourd'hui par exemple, quand on regarde une table, quand on regarde des objets, etc., on ne peut qu'affirmer les choses que par la négation. Ça veut dire qu'on sait que par exemple là je tiens un micro, et bien je sais que ça c'est un micro parce que le reste ne sont pas des micros. Donc c'est par la négation que j'affirme quelque chose qui existe. Donc c'est comme ça que le cerveau actuel, il délimite, il sépare pour pouvoir affirmer une chose. Tandis qu'avant, donc dans le premier cycle, il n'y avait pas cette chose-là, tout était confondu. Donc c'est très curieux à imaginer, même je pense qu'on ne peut pas l'imaginer parce qu'on n'a pas le cerveau pour, mais c'était comme ça, selon la tradition kabbalistique, encore une fois, je précise. Voilà, donc c'est... on est combien là du coup? T'inquiète, D'accord. Ça dépend par question. T'as prévu combien de temps à peu près? J'ai 15 minutes à peu près. C'est bon. Ouais. T'as encore 10 minutes bien. D'accord, ça va. Bien tranquille. Ça marche. Donc pour le coup, en fait, dans ce premier cycle, on voyait les humains de ce cycle-là, de cette dimension, voyaient les choses de cette manière. Et au fur et à mesure que les cycles ont passé, il y a eu des chutes, en fait, des chutes dans la matière de plus en plus. Le deuxième cycle était un peu plus matériel que le premier, etc. Arrivé jusqu'au 7e, où on dit que le 7e, justement, c'est la manifestation. C'est-à-dire c'est clairement la matérialisation des choses qui étaient à la base, donc tout confondu. Et aujourd'hui, on est dans la séparation, on est dans ce 7e cycle, qui fait que, justement, c'est pour ça que le chiffre 7 a l'aspect d'une faux. Parce que ça coupe, ça sépare. Donc voilà, c'est ça qui fait que... Le chiffre 7 a l'aspect d'une faux. Oui. Parce que ça coupe, ça sépare. Justement, c'est bien pour cela que, en fait, ces choses-là deviennent séparées. D'ailleurs, il y a un rapport direct avec le temps. Parce que le temps donne une limite, donne une délimitation des choses. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un espace, on sait qu'il y a un temps, et à ce moment-là, pour atteindre un certain objectif, il y a un temps pour l'atteindre. Donc le cerveau, en fait, fait en sorte de couper pour te dire qu'il va avoir telle distance, tel temps, etc. pour faire comprendre qu'il n'y a pas voilà, pour faire comprendre qu'il y a un temps qui sépare, qu'il y a une séparation. D'où le fait de la faux, le couteau, etc. qu'on va retrouver dans ces exceptions-là. Maintenant, il y a encore autre chose, c'est le terme Kabbale. Le terme Kabbale, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette tradition kabbalistique, tous les kabbalistes qui sont venus par la suite, alors je pense au plus connu, c'est qu'on appelle le Harizal. Lui, il est revenu en fait sur des fondamentaux de la Kabbale parce qu'il y a eu des transmissions. La première transmission d'une Kabbale qui dérivait de la Kabbale primordiale, donc du premier cycle, c'était donc dans notre cycle à nous, et c'était fait à partir du deuxième siècle de notre ère avec Philon d'Alexandrie. Et Philon d'Alexandrie était donc vivait en Égypte. Et lui, il a reçu cette tradition kabbalistique, il a donc diffusé de cette manière. Et d'ailleurs, on va retrouver après des dérivés. Alors,
c'est plus tardif avec les néoplatoniciens, mais avant déjà, il y avait des transmissions par le biais du platonisme. Donc, donc la gnose, qu'on appelle ensuite la gnose. La gnose. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc il va y avoir l'hermétisme, ça fait partie de la gnose aussi. Ça fait partie de cette tradition kabbalistique qui s'est un petit peu diffusée dans l'Occident. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est la gnose et l'hermétisme rapidement? Alors, c'est pas possible rapidement. Rapidement, c'est un peu compliqué, mais rapidement, en fait, la gnose, c'est ce qu'on traduit ça par donc, gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. Et c'est justement la connaissance profonde des textes sacrés, en fait. Wow. Les textes sacrés qui étaient avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et à partir de là, on a eu tous les commentaires qui ont dérivé, et donc finalement, il y a eu aussi les philosophies, les différentes philosophies, il y avait le pythagorisme, le platonisme, etc., qui sont arrivés aussi là-dessus, et qu'on appelle en fait tout ça, c'est de la gnose en fait, c'est de la connaissance qui s'est transmise. Et donc par le biais des philosophes grecs. Donc c'était occidental, hein, c'est vraiment une pensée occidentale à ce moment-là. Bien que Platon et Pythagore aussi avaient déjà cette... parce qu'on dit qu'ils sont allés en Égypte, étudier pendant une vingtaine d'années. C'est à quel siècle, pardon, Platon? Alors Platon c'est 5e siècle avant notre ère, Pythagore c'est un peu plus après, mais c'est toujours un peu avant notre ère. Et donc Platon, lui, il est allé en Égypte, il a étudié pendant plus de 15 ans donc l'enseignement égyptien. Ok, je vois. Et à ce moment-là, il y a eu des transmissions de cette manière. Et c'est ça qui fait dire à beaucoup de personnes que la tradition kabbalistique dériverait, en tout cas celle du cycle, de notre cycle à nous, dériverait de l'Égypte, qui eux avaient déjà, était déjà le socle, en fait, la base de cette tradition kabbalistique beaucoup plus ancienne. La tradition kabbalistique dériverait de l'Égypte, donc. Voilà, c'est ça. Wow. Il y aurait une certaine origine égyptienne à cette tradition kabbalistique, d'où le fait que d'ailleurs, pourquoi ils dessinent toujours à plat, les anciens égyptiens, c'est toujours en 2D tout le temps, il n'y a pas vraiment de volume 3D. C'est précisément parce que dans leur concept à eux, ils ont repris la notion d'espace-temps qu'il y avait au début du premier cycle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace ni de temps, donc on ne sépare pas. D'accord. Il n'y a pas de séparation entre l'espace et le temps, donc il n'y a pas de... Tu vois? Comment c'est possible? C'est simplement pour... Une construction comme ça. C'est comme ça qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils mettaient des objets et des choses. Alors bien sûr, quand ils vont voir un objet rond, ils peuvent le dessiner rond, mais ils ne vont pas le faire comme ça, parce que pour eux, un objet a une essence de base qui donne la forme de l'objet qu'on voit, mais que cette essence, elle rentre en résonance avec d'autres choses. Donc ils veulent tout réunir en une seule fois, en fait, tout écraser. C'est comme si on écrasait quelque chose et qu'on le mettait à plat, mais cet écrasement, c'est une synthèse de plusieurs idées. Oui. Voilà. C'est ça qui... et comme il n'y a pas d'espace de temps, donc tout est écrasé, en fait. Voilà. Donc, mais c'est très bizarre de penser comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, eux, les anciens Égyptiens, surtout les prêtres, on s'efforçait de garder cette façon de penser-là. Et c'est ça qui donne beaucoup on va dire de fil à retordre aux égyptologues quand ils ne comprennent pas déjà par rapport à leurs textes, qui sont compliqués, parce qu'il y a énormément de complexité dedans, tous les jeux de mots et toutes les choses comme ça qui sont faits dedans, mais aussi donc les monuments comme les pyramides, où on a un peu de mal à savoir exactement comment ils ont pu construire toutes ces choses qui sont assez détaillées et précises dans certains aspects. Voilà, donc là, c'était un petit parallèle sur l'Égypte, et aussi donc vis-à-vis de leur art, et cette façon de voir en tout en 2D, qui fait comprendre cette notion de synthèse, et quelque part, en fait, si on veut regarder un être humain, c'est aussi la synthèse de quelque chose. C'est-à-dire que lui-même, il correspond à un, mais ce 1, qui est un humain, il correspond à plusieurs choses. On a 5 doigts, on a 2 jambes, on a des cellules, donc il y a énormément de choses. Et ça, tout est synthétisé quelque part et donc écrasé en une seule être. Et donc c'est ça qui est représenté dans leur art. C'est juste pour représenter l'unité des choses qui se combinent analogiquement. Et c'est l'analogie qui les fait correspondre les uns avec les autres. Donc un objet avec un autre, etc. C'est un peu complexe, je le reconnais, mais ça viendra peut-être au fur et à mesure d'autres explications et des exemples qui viendront avec d'autres vidéos. Voilà, donc là j'en ai fini avec la partie égyptienne. Maintenant je reviens sur le terme Kabbale. Et pour le terme Kabbale,
Alors, on a, par exemple,